Ok, donc on continue sur ces capsules STT 5100. Donc on est toujours sur cette introduction au cours de modèles linéaires appliqués. Ok, donc j'appelle ça rappel, mais ça va être un petit peu de complément. Donc il y a pas mal de choses que je présente aujourd'hui qui ne seront pas forcément des choses que vous connaissez. C'est connecté à beaucoup de choses que vous avez déjà vues. Je reviendrai sur les histogrammes. Je vais aussi avoir une petite discussion sur la distinction entre les modèles paramétriques et non paramétriques. D'accord. Donc c'est des choses qui avaient été déjà vues dans le cours de STT 5100, mais là on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet parce que j'en aurai besoin en fait par la suite. Okay, donc je reviens sur mes transparents. Ok, donc on va s'intéresser ici à un problème qui est d'estimer une distribution. D'accord. Donc j'ai un f, grand F, ma fonction d'impartition, et petit f, ma densité. Okay. Donc on va quitter à un instant les modèles paramétriques. Les modèles paramétriques, c'était ce qu'on avait raconté dans les deux capsules précédentes. J'ai des familles grand F paramétré par un paramètre θ. Donc chacun des objets, c'est un fθ, mais je ne connais pas θ. Je veux trouver mon θ. Là, j'ai plus de famille de distribution. Je veux juste me dire, est-ce que je peux visualiser mes données? Est-ce que je peux voir la fonction de répartition sans faire d'hypothèse de modèle? Okay, donc je n'ai pas besoin de me dire, est-ce que ça suit une loi normale? Estimons les paramètres de la loi normale, traçons la densité de la loi normale. Non, j'ai vraiment envie de la voir sans faire d'hypothèse de loi. D'accord. Donc c'est ce qu'on va discuter maintenant. Donc la fonction d'impartition, ça va être le plus simple. La fonction d'impartition, c'est ce grand F. Okay. Donc on peut créer un estimateur qu'on va appeler l'estimateur non paramétrique de cette fonction d'impartition. Donc je ne cherche pas, encore une fois, de f θ chapeau, je cherche un f chapeau. D'accord. Je ne vais pas faire d'hypothèse sur cette fonction. Pourquoi c'est facile? Parce que la fonction de répartition, c'est cette probabilité que grand X soit plus petit ou égal à petit x. C'est une probabilité. Okay. Et là, je vous renvoie à vos cours de secondaire sur comment j'estime une probabilité. L'estimateur naturel d'une probabilité, c'est la fréquence empirique associée. Okay. Donc j'avais un échantillon ici de points x1, xn. Comment je peux estimer la proba pour que ma variable sous-jacente soit plus petite ou égale à petit x? Je reprends la probabilité. Je reprends la fréquence, en tout cas associée à cette probabilité. Ça va être le nombre de cas où j'observe mon événement divisé par la taille totale de mes observations. Okay. Donc comment ça va se traduire? J'ai besoin de compter combien de fois j'étais plus petit ou égal à petit x, c'est ce que fait cette fonction. Okay. Donc j'ai mon indicatrice des xi plus petit ou égal à petit x. L'indicatrice, c'est une fonction qui prend 1 quand c'est vrai, 0 quand c'est faux. Donc c'est une fonction qui va prendre la valeur 1 quand j'ai une observation plus petite ou égale à petit x. Okay. Donc ce que je fais ici, c'est que je compte combien d'observations étaient plus petites ou égales à petit x. Ça, c'est techniquement la fréquence de mon événement qui m'intéresse, c'est-à-dire d'être plus petit que petit x. Okay. Et je le divise forcément par la taille de mon échantillon, qui est n. Donc j'ai mon estimateur qui est 1 sur n, le nombre d'observations plus petit ou égaux à petit x. Okay. Donc ça va me donner exactement la courbe qui se trouve à droite. Alors c'est une fonction en escalier, d'accord? Et c'est exactement ce qu'on observe sur la courbe de droite. Donc par exemple, ici j'ai ma troisième observation. Okay. Donc on voit ce qui est important, c'est pas est-ce que cette observation c'est x1 ou x7. Ce qui est important, c'est que c'est la troisième. Alors éventuellement, on notera ça avec des parenthèses dans certains livres. Donc on notera ça x3, donc c'est troisième observation. Donc on suppose que l'observation la plus petite qui va se trouver là, c'est x petit 1. Et la dernière, ça va être celle qui se trouve ici, qui est x parenthèse n. Okay. Donc je vous renvoie, peut-être que vous avez fait ça d'ailleurs dans certains cours, qui est la loi du maximum, ce genre de choses. Donc c'est des exos assez classiques de stats et de proba. Okay. Donc c'est ce qu'on appelle une statistique d'ordre. Donc ce qui m'intéresse, c'est qu'elle soit ordonnée. Alors, je le mets parce qu'en fait, je le fais ici. D'accord. Donc je trie mon échantillon. En l'occurrence, sur mon petit code, ça ne sert à rien, mais sachez juste que ce qui m'intéresse ici, c'est l'ordre dans lequel les observations arrivent. Je vais me placer sur l'échantillon en bas parce que je n'ai pas encore écrit dessus, c'est plus simple. Ici, j'ai 5 observations. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Je veux tracer la fonction de la partition. C'est facile. Je vais me prendre un petit x. Okay. Donc, je vais me mettre je ne sais pas, moi, je peux me mettre à peu près. Où est-ce que je peux me mettre je vais me mettre, disons, ici. Donc, ici, je suis en petit x. Et je me demande quelle est, à cet endroit-là, l'estimation naturelle de ma fonction de répartition. Donc, on peut reprendre la formule. La formule est ici. J'ai tout simplement besoin de compter combien d'observations étaient plus petites ou égales à petit x. Okay. Donc, je reviens là-dessus. Je compte combien d'observations j'avais à ma gauche. J'en ai 2. Okay. Donc, la fréquence, c'est combien d'observations étaient plus petites? 2 divisé par 5. Donc, je vais me trouver très exactement ici à 2 sur 5. Et ce qu'on peut observer, c'est que tant que je suis au-delà de cette seconde observation, je suis encore à 2 sur 5. Donc, si jamais je l'avais estimé là,
ou si je l'avais estimé là, je serai à 2 sur 5. Donc en fait, on a une fonction qui va être effectivement une fonction d'escalier. Donc tant que je suis au-delà de ma deuxième observation, je suis pile poil sur 2 sur 5, jusqu'à ce que j'arrive à la troisième. Et dans ces cas-là, je vais faire un bond, puis une fois que je l'ai dépassé, ben cette fois-ci, j'atteins 3 cinquièmes. Okay, donc on a cette fonction qui va faire un saut en fait, dès qu'on a une observation. Donc c'est vraiment ce qu'on voit ici sur ce petit dessin. D'accord. Donc ma fonction, je vais revenir là-dessus, elle vaut 0 tant que je n'ai pas eu l'observation. Okay, donc la probabilité d'être plus petit ou égal à 4, elle vaut 0. Je n'ai aucune observation plus petite que 4, donc empiriquement, je vais vous dire que je n'ai aucune chance d'être plus petit que 4. Je rencontre la première, je fais un saut, puis j'atteins un cinquième. Je rencontre la deuxième, je fais un saut à 2 sur 5. Je rencontre la troisième, je fais un saut à 4 sur 5, puis 5 sur 5. Et une fois que j'ai dépassé la dernière, dans ces cas-là, la probabilité d'être plus grand que mon maximum, elle vaut 1. Okay, donc ça nous donne cette fonction en escalier qui existe déjà en fait sous R, hein, c'est la fonction ECDF, Empirical Cumulative Distribution Function. Okay, donc vous lui donnez votre échantillon, vous lui demandez un plot et il va vous tracer cette fonction-là, donc cette fonction en escalier. Okay, ou alors vous pouvez utiliser la petite fonction que j'ai faite qui est juste la moyenne de cette information. Donc ça, c'est une variable indicatrice. Okay, c'est le vecteur booléen. Est-ce que mon vecteur d'observation sample x est plus petit ou égal à petit x? Donc soit c'est vrai, soit c'est faux. Okay, donc quand je fais la moyenne, je fais des moyennes d'indicatrices. C'est exactement la formule qui se trouve là. Okay, donc ça, c'est ma fonction de répartition. C'est l'estimateur naturel de cette fonction de répartition. Elle a plein de propriétés. De mémoire, je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. Okay, elle converge vers la vraie valeur, on a des intervalles de confiance, on peut faire toutes sortes de choses, on peut faire des tests. Okay, le test de Kolmogorov-Smirnov que vous avez peut-être vu comme test d'ajustement de loi, il est construit sur cette fonction-là. C'est joli, mais je ne peux pas l'utiliser pour construire une densité. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que la densité, quand je suis sur des lois continues, hein, encore une fois, ce qui m'a intéressé ici, c'est de voir des lois continues, c'est la dérivée de cette fonction de répartition. Donc, j'aurais envie de dire, l'estimateur naturel de ma densité, c'est l'estimateur de la dérivée de ma fonction de répartition. Mais ma fonction, j'allais dire qu'elle n'est pas dérivable, c'est une fonction en escalier. Donc en fait, elle est dérivable presque partout. Sa dérivée, elle vaut 0. Mais c'est juste, il y a des moments, c'est le moment où on a un saut, la dérivée, elle est infinie. Okay, donc, elle est dérivable partout, enfin, presque partout. Elle vaut 0, presque partout, sauf où j'ai de l'observation, qui est justement le point qui m'intéresse, et dans ces cas-là, je pars à l'infini. Okay, donc c'est un petit peu gênant parce que je ne pourrai pas l'utiliser. Mais on pourra quand même bricoler un tout petit peu autour de ça, et ce n'est pas très très grave. Alors, l'idée naturelle qu'on a, et c'est ce qui est présenté, là encore je renvoie à peut-être vos tout premiers cours de stats au secondaire, c'est de dire je vais faire un histogramme. Donc techniquement, un histogramme, c'est quoi? C'est de dire je vais construire ce qu'on appelle une partition. Donc je vais découper les valeurs possibles pour mes x dans des bins, des petits intervalles. Okay, donc tel que la valeur qui est à gauche est forcément plus petite que le min, la valeur qui est à droite est forcément plus grande que le max. Donc toutes mes observations sont dans cet intervalle A0, AK. Okay, donc je demande à ce qu'elles soient toutes dedans. Je demande une petite hypothèse en plus, c'est que mon intervalle, la longueur de mes intervalles, soit constant. D'accord? Donc c'est vraiment ce petit graphique qu'on voit ici, où je vais découper, donc mes observations, si vous voulez, je peux vous les mettre, hein. J'aurai des observations peut-être ici. Je dois être plus grand que la plus petite valeur et plus petit que la dernière. D'accord? Donc mes observations sont dans cet intervalle. En gros, je vais me dire combien est-ce que je veux de petits intervalles, et il va me construire de manière constante, de taille constante. Okay, donc un intervalle, un histogramme, c'est toujours basé sur la construction de cette partition qui sont cette succession de petits intervalles. Une fois que j'ai fait ça, je peux construire un estimateur de ma densité, d'accord? Alors qui va être une petite modification de l'intervalle, c'est juste de dire combien d'observations tombent dans mon intervalle, AJ plus 1. Okay, donc combien j'ai d'observations qui tombent dedans, d'accord? Pardon, il y a une petite faute de frappe. D'accord, donc je compte tout simplement combien de fois j'étais tombé dans un intervalle. Okay, donc en l'occurrence, ce sera, cette phrase-là ne sert plus à rien. Donc je compte combien d'observations tombent dans cet intervalle-là. Okay, donc ça, c'est l'histogramme. L'histogramme, c'est vraiment, je compte par bloc combien j'ai d'observations. Moi, je vais le normer. Donc je vais diviser par 1 sur NH, essentiellement parce que si jamais je fais ça,
la fonction que je viens de construire, ce f chapeau ici, okay, qui a une fonction un peu particulière, qui a aussi une fonction en escalier, comme mon histogramme, mais au moins cette fonction, elle existe, elle s'intègre à 1. Okay. Donc cette fonction, elle vérifie la propriété suivante, qui est que ce f chapeau de x dx, ça vaut 1. Okay. Donc j'ai bien une fonction qui est positive, c'est la moindre des choses pour une densité, et en plus, c'est une fonction qui s'intègre à 1, donc c'est effectivement, j'ai construit une densité. Okay. Donc ça, c'est un estimateur de ma densité qui est naturel, qui est dérivé de l'histogramme, okay, qui est juste une normalisation de l'histogramme. Donc si vous vous souvenez, dans mes slides où je vous parlais de la taille des élèves, les slides précédents, où je revenais un peu sur l'estimation de paramètres, où je présentais les mélanges, j'avais construit à un moment une density, et je vous avais fait juste avant un histogramme, et j'avais dû mettre probability égale true. Probability égale true, ça veut dire qu'on tient compte de cet effet-là. On tient compte de 1 sur NH. Donc là, en fait, si vous faites probability égale true, vous allez voir sur l'axe des Y, ça va changer. Donc au lieu de compter, donc au lieu de vous dire que vous avez entre 0 et 20 observations, donc il va compter, vous êtes avec des valeurs souvent entre proches de 0, donc 0, 0.1, 0.2 peut-être, qui vont correspondre à une densité. D'accord ? Donc ça, c'est l'estimateur le plus simple qu'on puisse construire de ma densité. Okay. Il y a juste un énorme problème, c'est que c'est très lié à ma partition. Ça va être très sensible au choix de ma partition que je vais construire, okay, à mon A0 et à mes H, et à mon nombre de valeurs que je vais prendre. Alors, je vais juste vous l'illustrer sur un petit dessin. Okay. Faudrait que je corrige, encore une fois, il y a une petite erreur dans cette formule-là. Je vous mettrai des slides corrigés en ligne. Okay. Je vous rappelle que l'intégrale vaut 1, okay, essentiellement parce que l'intégrale sur toutes les valeurs possibles, donc c'est des petits rectangles. Donc, encore une fois, je construis des petits rectangles, c'est très très proche des histogrammes, donc c'est ce que je vous mets ici. Okay, donc ici, je vous mets les fréquences, ce qu'on va corriger en divisant par du 1 sur NH. Donc, dans les slides juste après, on verra la petite correction. Le point sur lequel je voulais inciter ici, c'est que les histogrammes, c'est mignon, tout le monde les utilise, mais en fait, ce n'est pas des très bons estimateurs dans le sens où ça dépend de beaucoup de choses. Ce n'est pas robuste. Okay, vous changez le moindre petite chose, vous allez changer la forme de votre distribution. Ici, c'est ce que j'ai par défaut dans R quand je lui demande fais-moi l'histogramme. Alors de mémoire, c'est la taille des élèves dans ma classe. À gauche, j'ai la taille des garçons. Et à droite, j'ai la taille des filles. En bleu, c'est la taille des garçons. En rouge, c'est la taille des filles. Donc, il y a distribution de la taille des garçons et la taille des filles. C'est la valeur qui est envoyée par défaut quand je lui demande ist de la taille de mes élèves. Okay, la taille est en centimètres. Supposons que je ne la fasse plus en centimètres, mais que je convertisse. Donc, au lieu d'être en centimètres, je vais passer en pouces. Okay, si jamais je demande à faire un histogramme en pouces, on voit que je n'ai pas exactement la même chose. Okay, donc ça, c'est la distribution en pouces, c'est la distribution en centimètres. Ok, on est proche. C'est normal qu'on soit proche. Okay, je représente toujours la même chose. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Okay, en particulier, on le voit surtout ici. Ici, j'ai l'impression que j'ai deux valeurs qui sont importantes. Okay, quand je le passe en dimension 1, tout d'un coup, j'en ai une seule qui est importante et les deux autres autour qui sont relativement élevées. Okay, donc, il ne me raconte pas exactement la même histoire, ce graphique. Et j'ai rien fait, hein, j'ai juste changé l'unité. Okay, alors, pourquoi il y a ça? C'est essentiellement lié à un petit... quelque chose qui est caché dans R, en fait, et qui est caché, c'est la même chose sur n'importe quel tableur, sur n'importe quel logiciel de step. Quand vous demandez par défaut à construire un histogramme, il va utiliser des règles de visualisation qui sont assez simples. Si vous regardez le graphique qui se trouve là, donc vous avez les valeurs 1m50, 1m60, 1m70, 1m80, 1m90, il va découper de manière très précise. C'est-à-dire que les intervalles qui vont être construits, ici je suis à 1m60, ici je suis à 1m65, 1m70, 1m75, 1m80. Donc il va découper à partir de valeurs entières et qui tombent rondes. Okay, genre ici, tous des multiples de 5. Okay, bah forcément, si je vous changer d'unité, ça ne va pas être le cas. C'est que quand je passe en inch, en pouces, je vais avoir quelque chose un petit peu différent. Donc ici, il le fait, j'ai l'impression, de 2 en 2. D'accord ? Donc j'ai 64, 66, 68, 70. Okay, donc il continue à utiliser en fait un découpage, j'allais dire arithmétique, de ma droite des réels avec des valeurs qui tombent justes. Mais dès lors qu'on change d'unité, et en particulier quand on passe des centimètres au pouce, on multiplie par des valeurs qui sont des nombres à virgule. Donc c'est normal que ça change. Donc premier point, c'est que en changeant l'unité, je vais changer ma distribution. Et ça, moi, ça me dérange un petit peu. Okay, j'aimerais bien me dire qu'une propriété que j'aimerais bien avoir sur mon estimateur de ma densité, c'est qu'il soit stable par changement d'unité. Okay, certes, ma distribution va être différente, mais visuellement, je dois avoir la même chose. Deuxième chose, donc ça c'est ce que j'appellerais le découpage stricto sensu de ma partition.
L'autre chose qui va être importante, c'est ce H. Et j'aurai une petite discussion sur le H parce que ça va être un problème assez important et c'est la première fois qu'on va voir ce qu'on va appeler un métaparamètre, okay, c'est-à-dire un paramètre que je choisis et qui va avoir un impact très important par la suite. Mais celui-là, par contre, je ne pourrais pas le changer. Il pose un problème, mais je ne peux pas faire grand-chose et en fait, on va le traîner partout, ce problème de H. Ce H, fondamentalement, ce qu'il veut dire, donc c'est la taille de mon intervalle, c'est quand j'essaie d'estimer ma densité en petit x, c'est à quel point est-ce que j'autorise un point à être un voisin de petit x. Okay, si jamais je cherche une densité à 1,75 m, est-ce que je considère qu'un 1,50 m, c'est proche d'un 1,75 m ou pas? D'accord. Donc, c'est quelle taille est-ce que je suis prêt à donner à mon voisinage, en fait, quand j'essaie d'estimer ma densité. C'est ça que signifie ce paramètre petit h. Et ça, c'est un choix qu'on a en tant que modélisateur. Okay, je n'ai pas forcément envie de laisser le choix à la machine de le faire. J'ai envie de pouvoir quand même regarder ce qui se passe quand je change mon paramètre. Donc, par exemple, ici, j'ai pris des H qui sont tout petits sur cette figure de droite. Okay, donc là, je suis encore en centimètres, là, je suis en pouces, okay, ou je mets mon pied. Okay. Ici, je suis en centimètres, mais j'ai pris un découpage qui était beaucoup plus fin, je découpe de 2 en 2. Donc, ma distribution, elle change pas mal quand même. D'accord. Certes, je représente toujours la même chose, okay, mais on voit qu'on a un découpage qui est un peu différent. D'accord. Donc, l'histogramme, il est très sensible à la partition et au H. Alors, la partition, on va pouvoir s'en affranchir assez rapidement. C'est ce que je vais vous montrer juste ici. C'est ce qu'on appelle ce que Tukey avait introduit comme étant l'histogramme glissant. Okay, donc, l'idée d'histogramme glissant, c'est de dire pourquoi est-ce que je me fixe cette partition a priori. Si jamais mon but est d'estimer ma densité en petit x, pourquoi je ne regarderai pas au voisinage de petit x ce que ça vaut. Okay, donc, c'est vraiment ce que raconte cette formule qui est ici. Je vais tout simplement me donner une taille de voisinage. Donc, je vais dire, je vais être voisin si jamais je suis à moins de 2 cm, par exemple, ou 2 cm et demi pour garder un écart maximal de 5. Okay, je vais tout simplement dire combien d'observations sont à un voisinage de un maximum h sur 2. Donc, je prends h égale 5 cm et je vais le construire. Donc, c'est vraiment ce que je fais ici, où par exemple, je me place très exactement à 1,75 m et je vais compter combien d'observations sont à moins de 2,5 cm et je vais normer. Il s'avère que quand vous construisez cette fonction-là, vous construisez un estimateur de densité dans le sens où cette fonction est forcément positive, c'est des comptages, et l'intégrale vaut 1. Okay, et en fait, ça vous construit. Donc, pour chacune des valeurs, je récupère un estimateur. Donc, par exemple, ici, sur les hommes, je me place à 1,75 m, il y a quand même pas mal d'hommes qui sont proches d'1,75 m. Sur les femmes, c'est un peu plus rare. Donc, j'ai un estimateur de ma densité qui est plus faible. Et je vais le faire pour plein de petites valeurs de x. Okay, donc, si jamais je le change, donc ici, j'estime 1,75 m à gauche et à droite. Ici, j'estime 1,65 m à gauche et à droite. Donc, par contre, là, on a le cas contraire. Il y a beaucoup moins d'hommes à 1,65 m, mais beaucoup plus de femmes proches d'1,65 m. Et je répète ça pour, en l'occurrence, peut-être une centaine de valeurs. Et je vais récupérer ces courbes qu'on observe ici. Alors que je lisse en trichant un tout petit peu, mais c'est ce qu'on appelle donc cet histogramme glissant, qui va être encore techniquement, fondamentalement, une fonction en escalier. D'accord. Donc, on observe effectivement que c'est un petit peu... c'est une fonction avec des petits sauts. Dès lors que je rencontre une observation, dès que je me déplace un tout petit peu de x, dès qu'une observation rentre dans mon intervalle ou en sort, ça va me faire des bonds sur ma fonction. D'accord. Et là, on voit apparaître une notion d'estimation de densité qui est finalement assez élégante, où on se dit, j'estime localement ce que peut être cette densité, puis après, je me contente de tracer cette fonction-là. D'accord. Donc, c'est l'histogramme glissant. Alors, d'où est-ce que ça sort? En fait, ça sort de la définition de la dérivée. C'est de dire, comment est-ce que je construis une dérivée? Une dérivée, c'est jamais qu'une pente. C'est la limite d'une pente. Okay, donc, comment je construis ma dérivée? Je peux approcher. Alors, on va changer un tout petit peu les choses. On va approcher non pas la dérivée, mais on va approcher la pente. Et la pente, l'avantage, c'est que même quand j'ai une fonction qui n'est pas différenciable, je peux quand même approcher cette pente. Okay, donc, la pente, c'est quoi? Alors, je vais définir la dérivée de manière symétrique, c'est-à-dire qu'au lieu de vous dire que je prends la dérivée ou à droite ou la dérivée à gauche, quand je veux la dériver en un point x, je vais me placer en x plus h sur 2 et x moins h sur 2. Okay, donc, je prends une valeur un tout petit peu après, un tout petit peu avant. Okay, je regarde leur différence, donc ce qui va me donner l'amplitude qui se trouve là, et je divise par la taille qui se trouve là, ce qui me donne techniquement la pente. Okay, donc, au lieu de travailler sur la dérivée et de construire une estimation de cette dérivée, parce que la dérivée n'existe pas, je vais construire la pente, donc la fonction pente. Donc, ce n'est pas exactement une densité, cet objet-là, c'est fh, okay, mais c'est sûrement quelque chose qui est proche. Et en tout cas, ce qu'on sait, c'est que quand h tend vers un 0, ça va tendre vers la dérivée. Et
et ça a toutes les propriétés qu'on veut. Okay, donc, je vais construire cette grandeur-là, qui va être la pente, une espèce de fonction pente, et je vais construire l'estimateur de cette fonction-là. Ce que je me dis, c'est que comme cette fonction fh doit tendre vers f quand h tend vers 0, okay, bah dans ces cas-là, sûrement que cet estimateur, il devrait tendre vers la vraie valeur. Okay, avec les mains, c'est un petit peu ce qu'on espère. Pourquoi c'est facile? Bah parce que cette fonction que je construis ici, bah en fait, on voit apparaître une probabilité, c'est que la différence entre deux valeurs de fonction de répartition, c'est la probabilité d'être dans l'intervalle compris entre la plus petite valeur et la plus grande. Okay, et ça, bah, on retombe sur des choses qu'on a déjà vues. Estimer une proba, je prends la fréquence, et c'est fini. Donc en fait, c'est exactement la fonction qui est construite ici. Okay, l'estimateur de ma probabilité de tomber dans l'intervalle, bah, je fais tout simplement un petit comptage. Donc j'ai mon 1 sur n qui apparaît et j'ai ma somme, et j'ai mon 1 sur h qui vient d'ici. Donc en fait, cette fonction 1 sur hn, elle apparaît tout de suite ici de manière très explicite. Okay, donc j'ai mon intervalle, j'ai mon estimateur glissant de mon histogramme qui apparaît très naturellement ici. Okay, ce qu'on peut montrer, c'est que c'est un estimateur qui se comporte bien, parce que quand j'essaie, donc je me place à petit x donné. Alors, on va faire la même chose un peu que ce qu'on avait dans la capsule précédente. Encore une fois, j'ai construit un estimateur. Ce truc-là, je peux appeler ça tête à chapeau. Et je peux me demander, est-ce que je connais ses propriétés? On a vu comment on décrivait les propriétés d'un estimateur. On peut calculer son biais, on peut calculer sa variance. Je peux calculer son biais. D'accord, je peux montrer que l'espérance de cette grandeur-là, bah, c'est très exactement la pente. Donc, c'est un estimateur sans biais de la pente. Okay, mais la pente, c'est malheureusement une approximation de la vraie valeur. Okay, donc, je vous renvoie à un cours d'analyse pour voir à quoi ça ressemble. La dérivée, donc je vous renvoie à un cours de méthode numérique peut-être d'analyse. La pente, c'est à peu près la valeur sous-jacente. On ajoute un petit quelque chose qui apparaît, c'est qu'on a une petite correction à faire qui est de l'ordre de h carré sur 24, la dérivée seconde en petit x. Donc j'ai une petite correction ici qui va apparaître. Donc j'ai un biais, en fait. J'ai un biais qui vient du fait que j'ai un voisinage. Okay, donc l'estimateur que j'ai construit, ce f chapeau x, c'est un estimateur qui est biaisé. Et le biais, l'avantage, c'est que je le connais. Le biais, je le connais. J'ai un ordre de grandeur, en tout cas. Je ne le connais pas parce que je ne connais pas f seconde. Okay, mais supposons qu'on ait une fonction qui ne soit pas complètement délirante. Okay, donc, je n'ai pas de f seconde infini, par exemple. Dans ces cas-là, ce truc-là est peut-être majoré. Donc, peut-être que je peux quand même avoir une majoration de mon biais, par exemple. Okay, mais ce qu'on voit, en gros, c'est quand même que le biais, il est de l'ordre de un h au carré. Okay, donc, plus votre h va être petit, moins vous aurez de biais. Plus votre h va être grand, plus vous aurez un biais important. Je reviendrai sur ces problèmes-là juste après, parce que ça permettra de comprendre ce qu'on est en train de construire. Donc le biais, il est en h carré. Si jamais je veux calculer la variance, je vous passe les calculs, mais on peut montrer que la variance, elle est de l'ordre de 1 sur nh multiplié par la vraie densité. Là encore, je suppose que cette chose-là, je ne la connais pas, mais encore une fois, c'est l'ordre de grandeur qui m'intéresse, je suis en 1 sur nh. Donc là, par contre, on a la propriété inverse, si vous voulez. Certes, plus j'ai d'observations, meilleure est ma variance, mais ça va être le cas pour quasiment tous les estimateurs qu'on construit. Plus j'ai d'observations, plus mes estimateurs sont précis. Mais là, quand on regarde, le h, il intervient au carré sur le biais, donc j'ai envie qu'il soit tout petit, sauf que s'il est petit, bah, ma variance, elle devient grande. Okay, donc ça, c'est un problème très classique en stats, qui est que quand on a des paramètres à choisir, et c'est le cas ici, donc c'est ce que j'appelle les métaparamètres, ces paramètres à choisir, ils vont m'imposer de faire un choix. Le choix, c'est quoi? C'est soit je suis sur une variance petite, soit je suis sur une variance qui est grande. Alors, c'est un peu le problème de boucle d'or et des trois ours. Je ne veux pas que la soupe elle soit trop chaude, je ne veux pas que la soupe elle soit trop froide, je veux qu'elle soit à la bonne température. Donc, on voit qu'on est quelque part entre les deux. Okay, donc, on pourrait introduire une notion de valeur optimale. Donc là, par contre, je n'irai pas beaucoup plus loin parce que je renvoie plutôt à un cours de stats non paramétrique. Ce n'est pas l'objet de ce cours. Mais on peut trouver une valeur optimale tout simplement en se souvenant que quand j'ai un biais, ce qu'on va regarder, c'est le MSE, c'est le risque quadratique, mean square error. Okay, et donc, peut-être qu'on pourrait minimiser ce mean square error. Et effectivement, c'est possible. J'ai quelque chose, donc le biais au carré, ça va être du h puissance 4, une fonction qui va être en 1 sur h, et on peut montrer que la valeur optimale, elle va sûrement être liée à ce n, donc on verra apparaître techniquement du n puissance moins 1 cinquième, quelque chose comme ça. Okay, mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que le h, il est très important, c'est ce qui me définit mon voisinage. Il va avoir un impact sur mon estimateur, dans le sens où plus mon h va être petit, plus mon biais va être petit. Plus mon h va être grand, plus ma variance va être faible. Alors, je vais vous montrer sur un dessin. Okay, juste pour vous expliquer ce qu'on essaie de faire. Donc, on essaie de calculer cette grandeur-là, ce f chapeau h, okay, qui est l'estimateur de ma densité, donc qui est cet histogramme glissant.
Si jamais je prends un h qui est tout petit, ça veut dire que je ne prends en compte que les voisins très 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 proches de la grandeur où je me place. Donc supposons que je vais y estimer pile poil ici, 1,75 m. Dans ces cas-là, ce que je vais dire, c'est que je suis voisin d'une personne d'1,75 m si jamais je suis à plus ou moins 1 cm de 1,75 m. Donc forcément, je n'ai pas beaucoup de monde. Okay, donc pas beaucoup de monde veut dire que je fais une moyenne sur très peu d'observations. Alors la moyenne, elle dépend du nombre d'observations qu'on a. Donc si jamais je fais une moyenne juste sur 4 observations, bah oui, ça va être très très volatile. Donc c'est le fait que la variance va être très grande parce que quand je me place sur un voisinage tout petit, je vais avoir beaucoup de variabilité. Donc c'est ce qu'on observe sur ma courbe ici, c'est que je bouge quand même pas mal beaucoup. Okay, donc j'ai quelque chose de très 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 volatile, essentiellement parce que dès que je bouge un tout petit peu en x, bah, tout d'un coup je tombe dans la case d'à côté parce que mon intervalle x moins h sur 2, x plus h sur 2, bah, il est tout petit petit petit. Okay, donc je suis très volatile. D'un autre côté, mon estimateur il est super bon. Pourquoi? Parce que quand je lui demande de m'estimer une densité en 1,75 m, je prends en compte que des observations très très proches. Donc je suis vraiment sur quelque chose de local. La densité, c'est vraiment un problème local. Donc j'ai un bon estimateur localement. Donc j'ai un estimateur qui va être un biais avec un biais qui est faible. Okay, donc j'ai mon biais qui est faible, mais par contre ma variance est grande. Au contraire, prenons un h qui est grand. Donc je vais dire que je suis proche d'1,75 m si jamais je suis à plus ou moins 10 cm. Okay, donc c'est incroyablement large. Bah, on observe la courbe qui se trouve, je vais remettre ça en couleur, on observe la courbe qui se trouve là. Là, par contre, on est beaucoup plus lisse. Pourquoi? Parce que quand je me mets sur 1,75 m, 1,85 m, j'ai beaucoup d'observations. Okay, et dès que je bouge un tout petit peu, j'en enlève peut-être une ou deux, mais noyé dans la masse, ça ne va pas changer grand-chose. Donc cette fois-ci, ma variance va être très très faible. Okay, donc j'ai quelque chose de très lisse. Okay, donc la variance, c'est à quel point est-ce que vous êtes lisse. Mais par contre, je suis complètement faux. Okay, je suis complètement faux parce qu'on voit, ma densité, elle est quand même supposée être beaucoup plus élevée. Okay, ma densité, je la verrai plutôt par là-haut, quoi. D'accord? Donc, je suis quand même assez loin, d'accord? Mais ça, c'est typiquement mon biais, c'est de dire, j'estime la pente de cette fonction-là en disant que en estimant ma densité, donc la dérivée en un point, alors pardon, je ne le fais pas sur la fonction de répartition, mais je suis juste en train de vous dire ici que quand je prends des valeurs très très grandes, la pente, elle n'a plus grand-chose à voir avec la dérivée quand je prends une pente avec un intervalle très très grand. Okay, donc c'est ça que ça nous raconte, et ça c'est ce qu'on appelle le problème du trade-off sur le choix de A, un trade-off entre le biais et la variance. Okay, quand on a des métaparamètres à choisir, et encore une fois, je ne veux pas estimer H. Okay, H, c'est un paramètre que je choisis. Une fois que je l'ai choisi, je construis mon estimateur. Okay, quand on a des paramètres comme ça à choisir, on va toujours avoir un trade-off qui est que si jamais je prends quelque chose de trop petit, je vais avoir du biais. Si jamais je prends quelque chose de trop grand, je vais avoir de la variance. Et on voudrait, si possible, que les deux soient petits, mais on ne peut pas. Okay, donc on va sûrement être sur une valeur qui se trouve entre les deux. Et c'est en fait ce qui est fait quand vous faites la fonction par défaut de R, il vous prend une valeur optimale qui aura tendance à minimiser l'erreur quadratique moyenne. D'accord? Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ces histoires de biais-variance, mais c'est un problème assez essentiel. On le verra réapparaître dans un cas un peu particulier. Alors déjà, je vous ai dit que les histoires de lissage, j'en parlerai quand je ferai un petit peu d'introduction non linéaire. Mais par exemple, si je veux faire une régression polynomiale, okay, donc j'ai envie de dire que mon y va s'écrire comme un polynôme de x, comment je choisis mon degré? Est-ce que je fais un polynôme de degré 3, de degré 5, de degré 7, de degré 15? Mon degré va devenir comme ce paramètre h, un métaparamètre. Okay, et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que si h est trop petit, j'ai un modèle très simple, ça va être une droite. Si jamais j'ai un nombre de degrés dans mon polynôme qui est très grand, je vais avoir une fonction qui oscille beaucoup, ce sera un polynôme de degré très élevé. Et donc, on a un arbitrage constant dès qu'on introduit ces choix, okay, qui sont liés à ce problème-là. Donc, essayez de comprendre un petit peu ces histoires de biais de variance. On va retrouver ce problème-là par la suite. Donc, pour aller un tout petit peu plus loin, donc on peut se demander, ok, c'était sympa de définir mon voisinage de manière glissante, ok, mais pourquoi est-ce que j'ai donné le même poids quand j'étais à 1,75 m ou quand je suis sur 1,74 m, 1,73 m, 1,72 m, 1,71 m. Okay, si jamais je veux vraiment être bon proche de 1,75 m, peut-être que je pourrais avoir envie de dire que ce qui m'intéresse, c'est pas le fait d'être proche ou pas, mais peut-être que j'ai envie de tenir compte de la distance que j'ai en fait d'1,75 m. Donc ça va se faire avec ce qu'on appelle un noyau. Okay, donc ça va juste te dire, je vais prendre une distance à la valeur petit x. Donc en fait, mon cas va être juste une distance. Donc éventuellement, je peux prendre le carré de la différence. Okay, je peux même prendre la valeur absolue. Donc la valeur absolue va me dire, bah, si jamais je suis à une distance de 0, je vais prendre
un point qui est très important, mais plus je m'éloigne, plus je vais donner un poids qui va être faible. Okay, donc c'est ce qui est fait ici. Donc je peux vous montrer des sorties. Donc en mettant un noyau qui va être plus lisse, je reviendrai sur certains exemples de noyaux. Dans ces cas-là, on va récupérer les fonctions qui sont là. Donc je vais continuer à définir un voisinage. Donc j'ai quand même mon h qui me dit est-ce que je suis très proche ou pas très proche. Mais au lieu d'avoir cette variable indicatrice qui me dit soit je suis dans l'intervalle, soit je ne suis pas dedans, 0 ou 1, je vais avoir quelque chose qui va être beaucoup plus lisse. Okay, donc c'est vraiment cette fonction qui est très régulière. Et donc, c'est ce qu'on appelle un estimateur à noyau. Donc, noyau, c'est kernel. Okay, donc, où je vais choisir la manière dont je distribue cette distribution. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Donc, vous pouvez le voir ici. Genre, j'ai une distribution gaussienne qui vous dit je vais mettre des poids plus ou moins importants sur les voisins qui sont autour. D'accord? Donc, c'est la valeur des points. Et donc, voilà, la valeur des poids que je mets sur mes voisinages autour de petit x. Et après, je me contente de prendre plein de petits x et de les relier pour récupérer cette courbe. D'accord? Donc ça, c'est les notions d'estimation à noyau. Donc on a exactement la même chose, okay, sauf qu'on sera beaucoup plus lisse. Okay, c'est-à-dire que une fois que j'ai choisi mon noyau, on en verra plusieurs, ça peut être des noyaux triangulaires, quadratiques, tout ce que vous voulez. Okay, une fois que j'ai choisi la forme de mon noyau, j'ai toujours ce paramètre h à choisir. Et donc on a exactement les mêmes problèmes qu'avant. Si jamais je prends un h qui est grand, je vais avoir un voisinage qui est important. Donc peu importe la forme de mon noyau quelque part. C'est juste que ça va me donner du côté lisse. Okay, donc je vais avoir cette fonction qui est très très lisse sur ma densité, mais qui n'est pas très bon. Qui n'est pas très bon parce que j'ai pris un h qui était grand, j'ai pris un voisinage qui est trop grand. Quand j'essaie de me placer au voisinage en gros de mon mode, de l'endroit où j'ai beaucoup de monde, il va aller chercher des points un peu trop loin. Donc je suis beaucoup trop faible en termes d'estimation. Et au contraire, je mets trop de poids dans les queues de distribution. Au contraire, si j'ai un h qui est petit, je capture bien les pics, okay, mais j'ai quelque chose de beaucoup plus volatile. Donc, je garde ma notion de côté lisse, smooth, okay, mais je suis quand même beaucoup plus erratique quand j'ai un h qui est petit. Okay, donc, cette histoire de ce qu'on appelle la fenêtre, donc le bandwidth h, c'est ce qui me définit ma taille de voisinage et ça va être un paramètre important qu'on va retrouver tout du long quand on va faire l'estimation de densité. C'est un problème dont je ne pourrais pas m'affranchir. Donc, comment ça se fait sous R? Donc, c'est la fonction density. Okay, donc, quand vous faites la fonction density, implicitement, il va vous choisir un noyau. Donc là, par exemple, je prends un noyau gaussien et je lui prends un bandwidth. Donc, ça, c'est mon h, mon paramètre h. Je lui dis qu'il vaut 1. Okay, donc là, ça me donne tout pour faire mon estimation. Quelle forme est-ce que je donne à mes poids et quelle est la taille de ma fenêtre. Okay, donc, c'est ce que je vous ai représenté ici. Donc, ici, j'ai mes estimateurs de ma densité, okay, en prenant des noyaux, en l'occurrence un noyau gaussien avec une fenêtre qui est petit h. Okay, alors, sur les choix donc h, encore une fois, c'est à vous de le choisir. Il faut qu'il soit positif, mais je ne sais pas ce qu'il vaut. Implicitement, et je ne l'ai pas indiqué ici, ça veut dire qu'il va en prendre un de manière optimale. Okay, donc on peut lui faire confiance et juste se contenter de lui demander. Sur les formes des noyaux, je vous en ai mis 4 ici, mais allez voir sur Wikipédia si vous êtes intéressé. Par défaut, ce qu'on avait dans l'histogramme glissant, c'était quelque chose de constant, qui était cette fonction-là. Okay, donc c'est vraiment cette fonction qui était constante. Donc soit je suis dans l'intervalle, soit je ne suis pas dedans. De manière très simple. Si jamais je veux quelque chose d'un petit peu plus malin, c'était la distance en valeur absolue. Donc ça va être cette fonction triangulaire. Okay, donc je ne vais pas prendre la valeur absolue de la distance, je vais prendre 1 moins la valeur absolue. Et je prends la partie positive parce que quand je m'en éloigne trop, je vais avoir de 0. Okay, donc ça vaut 0 avant, c'est croissant pour être maximal quand je suis pile poil sur la valeur petit x. Okay, et puis ensuite, ça va décroître. Donc je vais avoir quelque chose de plus ou moins pentu. Si je prends un h qui est petit, je vais avoir quelque chose de très triangulaire. Si j'ai quelque chose de grand, dans ces cas-là, je vais au contraire beaucoup plus faible. Donc, constant, linéaire, quadratique, c'est le noyau des Panechnikov. Okay, Panechnikov nous dit qu'on va mettre cette parabole. Donc, c'est la fonction orange. Donc, j'ai ma parabole qui va me donner une autre définition du voisinage. Et l'autre approche, c'est ce qu'on appelle le noyau gaussien, qui consiste à dire je peux prendre une loi normale, cette belle courbe en cloche, qui me dit comment est-ce que je vais répartir mes poids autour de ma valeur, autour de la valeur auquel je vais estimer ma densité. D'accord? Donc, voilà un peu pour les estimations à densité. Donc, j'en parle parce que ça peut être à la fois élégant pour visualiser une distribution, okay, mais on en aura besoin quand on fera un petit peu de lissage, parce que ces techniques-là, en fait, on va les adapter dans des problèmes de régression. Okay, donc, c'est pour ça que je te l'avais présenté, pour que ce soit vu, et comme ça, on va pouvoir les exploiter par la suite. Il faut juste faire un tout petit peu attention, c'est que ça part du fait que mes distributions, elles sont dérivables. Ça suppose qu'il y a une densité. Il y a des problèmes pour lesquels les densités n'existent pas forcément. Alors, je vous ai pris un exemple qui devait être sorti qui était sorti d'un article
scientifiques qui ont regardé les temps mis au marathon. Okay, et il s'avère que si vous regardez la distribution, donc vous avez derrière un histogramme qui est fait de manière assez précise, puisque je crois que c'est toutes les minutes. Donc toutes les minutes, vous comptez combien de personnes euh, ont mis ce temps. Alors je ne sais plus si c'est sur un marathon ou plusieurs marathons, euh, mais on regarde leur distribution. Et ce qu'on observe, c'est que, eh ben, il y a des sauts. Okay, donc on a une distribution qui est un petit peu particulière, qui va être comme ça, puis qui fait un saut, puis qui remonte, puis qui fait un saut. Pourquoi? Ben, c'est essentiellement dû au fait que c'est des marathons et que il y a une incitation, alors qui peut être propre ou même prévue. Hein, je peux avoir des incitations pour courir le marathon en moins de 4 heures. Okay, donc, quelque part, je peux faire un effort. Si jamais je vois que je peux faire le marathon en moins de 4 heures, je vais avoir une incitation pour peut-être me forcer un petit peu pour arriver à 3h57 peut-être. Okay, donc, c'est pour ça qu'on a ce saut assez énorme sur ma densité. Okay, donc, regardez les estimations à densité, c'est bien, mais si jamais vous avez des propriétés comme ça sur votre distribution, ça va être complètement être lissé et je ne vais pas les voir. D'accord, donc, il faut faire juste un tout petit peu attention sur les estimations à densité. Ça a du sens dans certains cas, mais dans d'autres cas, ça peut vous masquer un certain nombre de propriétés sur la distribution sous-jacente. Okay, je relègue ça sur le cours d'analyse des données, où on parlera peut-être un peu plus de visualisation, mais dans cette partie de complément en lien avec les cours des modèles linéaires, l'estimation à noyau m'intéresse beaucoup, parce que ça nous permet de récupérer des choses très très lisses, et ce qui va nous intéresser, parce qu'au départ on était linéaire, je ne veux pas avoir quelque chose de complètement erratique, avoir quelque chose de lisse, mais non linéaire, peut m'intéresser. Okay, donc ce sera une introduction au modèle non linéaire qui sera intéressante parce que ça permettra de mieux construire nos modèles. Je vais m'arrêter là pour cette petite section et ensuite on pourra attaquer les tests. À bientôt.